Bon, on va maintenant analyser ces résultats d'élection et surtout qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la suite des choses. Et pour ça, je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Le commentaire qui revient le plus souvent au lendemain de cette élection, après 5 semaines de campagne électorale, c'est tout ça pour ça. Il y a même des observateurs qui ont dit qu'il s'agit du remaniement ministériel le plus coûteux de l'histoire du Canada. Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé des résultats de cette élection? Oui, je suis d'accord. On revient à la case départ. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part de peut-être dire au Parti conservateur, si vous pensiez pouvoir former le gouvernement en ce moment, ben c'est pas le cas. Là. C'est toujours les libéraux qui sont en place. Et ça m'a amusé un peu d'entendre Justin Trudeau hier, lors de son discours, dire j'ai bien compris, les Canadiens nous ont dit les élections, ça nous intéresse pas. Et il a fini sa phrase-là, mais moi j'aurais aimé ça qu'il continue puis qu'il nous dise, mais malgré tout, j'ai déclenché des élections parce que la question de pourquoi avoir déclenché des élections, ça reste toujours là. On n'a toujours pas de réponse, puis on n'en aura pas non plus. Mais effectivement, on revient à la même situation qu'il y a 5 semaines et il n'y a rien qui a changé. Daniel? Oui, je suis d'accord. Écoutez, c'était une erreur de Justin Trudeau de déclencher des élections. Les libéraux sont chanceux d'être encore au pouvoir. Parce que durant la campagne, vraiment, ça a mal commencé pour eux et les conservateurs, à un certain point, avaient une vraie chance de l'emporter. Donc, je pense que c'est le leader du parti, évidemment, Justin Trudeau, qui doit prendre acte de ça, mais aussi prendre la responsabilité de cette erreur monumentale-là. Oui, ils sont encore en vie, mais je pense qu'il faudrait que les libéraux commencent à discuter, en tout cas derrière porte close, de l'avenir du leadership au sein de leur parti. Bon, sur l'avenir des chefs, justement, parce que à la mi-août, Justin Trudeau avait déclenché ses élections anticipées, évidemment en pleine pandémie, en pleine 4e vague de la COVID, et son but, c'était d'obtenir un mandat majoritaire. M. Trudeau a échoué. Il a même perdu aussi le vote populaire pour une 2e élection de suite au profit des conservateurs. Évidemment, Geneviève, plusieurs se posent la question aujourd'hui, quel est l'avenir de Justin Trudeau? Selon vous? Oui, ça vient de se complexifier pour M. Trudeau. D'ailleurs, je pense que M. Trudeau est un peu un problème pour le Parti libéral. Et il était un problème en 2019. Et c'est d'ailleurs pour ça que les libéraux s'étaient retrouvés avec une minorité, alors que normalement, avec un 2e mandat, ils auraient dû remporter la course haut la main. Là, ce qui arrive, c'est que les gens vont commencer à se dire, là, M. Trudeau est plus vraiment l'homme de la situation. On pensait qu'il avait bien performé avec la pandémie et c'est sans doute l'impression qu'il avait lui aussi, mais c'était pas suffisant. Et je pense que les gens voient M. Trudeau comme étant quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui agit peu. Et donc, je sais pas si... je suis peut-être pas aussi optimiste que Daniel pour dire qu'il va y avoir une réflexion au sein du parti, mais je pense qu'il va y avoir une réflexion chez certaines personnes dans le parti qui vont commencer à se dire, moi, je serais capable de faire un meilleur travail que M. Trudeau. Et donc, j'anticipe des jours difficiles pour M. Trudeau dans quelques mois où là, certains gros ténors du parti qui se voient peut-être un jour premier ministre vont commencer à questionner les décisions de M. Trudeau. Et là, la pression va monter. Alors, je pense pas qu'on va voir des changements rapidement, mais je suis pas sûre que qu'il va y avoir un autre mandat pour M. Trudeau avec les résultats qu'on a connus là. Daniel, de votre côté, qu'est-ce que vous anticipez pour M. Trudeau? Oui, moi, je disais pas que les libéraux étaient pour en discuter. Je dis ils devraient en discuter. Donc, c'était normatif comme sentiment. Écoutez, je suis d'accord qu'il partira pas demain matin, Justin Trudeau, mais qu'il devrait lui-même commencer à penser à sa propre succession. Par exemple, Chrystia Freeland, ministre des Finances, est-ce que elle pourrait pas, elle joue déjà un rôle immense au sein du gouvernement. Donc, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une transition avec une course à la chefferie dans 6 mois ou dans 1 an? Parce qu'on n'aura pas d'élection, là, à moins qu'il y ait vraiment un drame avant 18 mois, là, j'espère. Les Canadiens veulent pas avoir d'autres élections, à moins qu'il y ait un changement dramatique. Mais je pense que les libéraux vont devoir vraiment réfléchir à leur avenir. Et le premier ministre aussi. Si vous m'écoutez, Justin Trudeau, vous devriez penser à cette situation-là parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui aiment le programme libéral, certaines des idées du Parti libéral, des propositions, mais Justin Trudeau a perdu beaucoup de son aura depuis 2015 et c'était le vrai, comme le dit Geneviève la dernière fois, et c'est encore vrai maintenant. Donc, est-ce qu'on va encore miser sur Justin Trudeau pour essayer d'obtenir une majorité une 3e fois d'affilée? Et à vous prendre le risque de ne pas réussir à nouveau.
je pense que les libéraux devraient y penser. Ils devraient y penser vraiment de façon sérieuse. Oui, parce que M. Trudeau, il faut le rappeler, va avoir 50 ans au mois de décembre, donc peut-être ça va l'inciter à vouloir réfléchir justement sur la suite qu'il veut donner à sa vie professionnelle. Un autre chef dont on se pose des questions sur l'avenir, c'est Erin O'Toole. M. O'Toole, a fait le pari de ramener le Parti conservateur vers le centre pendant cette campagne électorale. Geneviève, est-ce que vous pensez que les conservateurs vont vouloir changer de chef au terme de cette élection? À mon avis, la pression va être plus élevée sur M. O'Toole. Les conservateurs ont démontré par le passé que si vous livrez pas la marchandise rapidement, vos jours sont comptés. M. Scheer avait essayé de rester en poste quelques mois et ça avait été un désastre et on lui avait montré la porte et ça avait été assez humiliant pour lui. En passant, il a été réélu hier, alors il reste dans le Parti conservateur. Pour lui, c'est une bonne nouvelle. Mais je pense que les conservateurs vont se poser des questions. Et là, je vais reprendre ce que Daniel a dit. J'ai bien compris la nuance qu'il faisait. À mon avis, je pense que les conservateurs ont raté l'occasion en 2019 de faire une analyse collective de c'est quoi maintenant un parti conservateur en 2020-2021. Je suis pas sûre qu'ils vont refaire cet exercice-là, mais franchement, les résultats nous disent clairement qu'on n'a pas défini c'est quoi un parti de droite au Canada. Pour l'instant, c'est divisé. On n'arrive pas à aller atteindre l'électorat ontarien qui est crucial pour gagner une élection. Et donc, il va falloir y penser. Et M. O'Toole, lui, va faire l'argument donnez-moi du temps et je vais arriver avec une réponse. Mais est-ce que les conservateurs vont vouloir lui donner du temps? Ça, j'en suis moins convaincue. Oui. Daniel, avant de parler de la bataille du Québec, quel avenir vous voyez, vous, pour Erin O'Toole? Oui, disons que c'est un peu comme dans les bandes dessinées. Parfois, on voit un petit personnage avec un nuage gris orageux au-dessus de leur tête. Là, et partout où ils vont, le nuage gris les suit avec des éclairs au-dessus de leur tête. Je pense que c'est un peu la situation d'Erin O'Toole. Je pense que oui, il va faire face à des pressions pour démissionner ou, évidemment, il va avoir un examen du leadership, là, comme les conservateurs le font après chaque défaite. Donc, moi, je donne pas très cher de sa peau, mais je suis absolument d'accord avec Geneviève. Il faut que les conservateurs pensent à vraiment leur identité en tant que parti. Parce que c'est ce qui cloche. Erin O'Toole a essayé d'amener le parti plus vers le centre, mais les gens le croyaient pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment pas, qui pensaient, oui, bon, Monsieur O'Toole veut faire ça, mais le parti, lui, est beaucoup plus à droite et tout. Donc, il faut que le parti fasse cet examen de conscience. Et parce que changer de chef à chaque fois, ça règle pas le problème de fond. Auquel les conservateurs font face. OK. Bon, je veux maintenant vous entendre sur le Bloc québécois. Le parti, finalement, n'a pas gagné son pari, son objectif de 40 sièges que s'était fixé le chef Yves-François Blanchet au tout début de la campagne électorale. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de la performance du Bloc québécois? Moi, je retiens deux choses du résultat du Bloc. Premièrement, on a souvent annoncé la mort du Bloc. Le Bloc est bien vivant. Alors, il est capable d'aller chercher une base sans doute d'inconditionnelle, 25 sièges, 30 sièges. Ça tourne un peu autour de ces eaux-là. Des années, ça va mieux. D'autres années, ça va moins bien. Mais il faut pas mettre le Bloc comme étant pensé qu'il est mort et qu'il n'y a plus de pertinence à Ottawa. Deuxième chose que je retiens, la question identitaire n'est pas suffisante pour avoir des votes supplémentaires au Bloc. Alors, il faut trouver un autre enjeu. Il faut arriver avec une plateforme sans doute plus développée. Elle était relativement sommaire cette fois-ci, elle disait essentiellement, si c'est bon pour le Québec, nous, on le prend. Mais ils ont été chanceux avec la question qui a été posée au débat en anglais, mais même ça n'a pas été suffisant pour aller chercher le plein de votes qu'ils espéraient. Donc, la question identitaire peut juste aider un petit peu, mais c'est vraiment pas suffisant pour le Bloc. Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance du Bloc québécois hier? Moi, hier, je couvrais donc les résultats. J'étais à la réception, du Bloc québécois et je dois dire qu'il y avait beaucoup moins d'enthousiasme qu'en 2019. En 2019, le parti revenait d'une traversée du désert de 8 ans où le parti avait même implosé sous Martine Ouellette et ça allait très mal. Et puis finalement, le sauveur s'est présenté avec l'aide de François Legault et le débat sur la laïcité. Yves-François Blanchet, transformé peut-être pas l'eau en vin, mais disons qu'il a réussi à vraiment redonner du blason au Bloc avec 32 sièges. Cette fois-ci, Yves-François Blanchet a fait une erreur au début de la campagne en mentionnant le chiffre de 40 sièges, qui serait son rêve, comme il a dit. Et donc, surtout après la question en anglais qui a été posée à Yves-François Blanchet, qui a créé beaucoup de remous ici au Québec, réaction très négative chez les francophones en tout cas, on espérait, je pense, mieux que ça
pour le Bloc. Et donc, c'est un peu décevant. J'ai vu ça hier soir. Je voyais que les militants, oui, il y avait des jeunes qui criaient un peu. Évidemment, quand il y avait une annonce là qu'il y avait un nouveau un gagnant, un bloquiste qui était élu un gagnant. Mais à part ça, là, je dirais qu'il y avait un petit peu de déception dans l'air. Ouais. Je vais terminer avec vous sur l'intervention du premier ministre du Québec, François Legault, dans la campagne électorale fédérale. M. Legault, bon, on le sait, s'est prononcé en faveur d'un gouvernement minoritaire conservateur. Il a critiqué au passage Justin Trudeau qu'il trouve trop centralisateur. Geneviève, à quoi on peut s'attendre comme relation entre messieurs Trudeau et Legault à partir de maintenant? J'entends souvent des commentaires qui disent « Oh, les relations vont être tendues, c'était pas une bonne idée », mais je vais prendre l'exemple de l'Ontario pour dire « Peut-être pas ». Alors, les relations étaient extrêmement tendues entre Doug Ford et Justin Trudeau durant l'élection de 2018 en Ontario, durant l'élection de 2019 sur la scène fédérale, et les insultes volaient. C'était vraiment effrayant ce qu'on entendait, bien pire que ce qu'on a entendu de la part de M. Trudeau ou de M. Legault. Et depuis, et surtout avec la pandémie, mais un peu avant aussi, les relations sont très bonnes entre les deux. M. Ford parle de son ami Justin. Donc, ce qui veut dire, je pense qu'il faut faire la part des choses, qu'en politique, c'est de la politique. On va donner tous les coups possibles pour pouvoir marquer des points, mais une fois que l'élection est passée, ben on voit à nos propres intérêts, aux intérêts de la province. C'est rien de personnel. Et si on en profite parce qu'on collabore, ben on va collaborer. Alors, je m'attends à une bonne collaboration entre les deux premiers ministres parce que les deux ont besoin de l'autre. Alors, ça va mieux aller dans la collaboration, mais je pense pas qu'il va y avoir des problèmes personnels d'ordre personnel puis qu'on va en garder de la rancune. Daniel, en fait, les résultats de cette élection fédérale, est-ce que, en fait, je me demandais qu'est-ce que ça nous dit de l'influence de François Legault au Québec? Est-ce qu'on doit en tirer des conclusions? François Legault a fait une erreur. C'est pas une erreur qui va lui coûter son poste de premier ministre parce qu'il est bien en selle pour les prochaines élections provinciales. Mais je pense que son aura d'être intouchable ou d'avoir vraiment cette influence sur les Québécois, écoutez, on le voit. Même il y a beaucoup de gens qui soutiennent la CAQ, qui ont voté pour François Legault pour la CAQ en 2018, qui vont voter encore pour la CAQ l'an prochain. Ces gens-là n'ont pas voté pour les conservateurs, ils n'ont pas écouté leur chef et ça veut dire qu'ils sont autonomes puis que pour eux, ils font une distinction entre le fédéral puis le provincial. Et je pense que ça prouve que, bon, que François Legault a un pouvoir limité sur je dirais le comportement électoral des Québécois francophones au fédéral. Et ça, il devrait peut-être à l'avenir aussi faire un examen de confiance. Peut-être qu'il avait trop confiance en son pouvoir, un examen de conscience et se dire peut-être qu'il faut que je fasse attention, surtout de pas dire bon, je suis en faveur d'un gouvernement conservateur minoritaire. Si j'avais juste dit je suis en faveur d'un gouvernement minoritaire où les libéraux sont trop centralisateurs, ça aurait été. Mais là, soutenir les conservateurs, surtout qu'ils étaient en 3e place dans les sondages lorsqu'il a dit ça, et ils ont fini en 3e place dans les sondages. Donc ça, les gens qui d'ailleurs, on le voit à Québec, là, la chef du Parti libéral critique François Legault pour avoir pris cette position-là durant la campagne. Monsieur Legault qui a dit qu'il ne regrettait pas son intervention aujourd'hui dans la campagne fédérale. Geneviève et Daniel, on va vous laisser aller dormir après une nuit qu'on s'imagine très courte de votre côté, comme pour plusieurs d'ailleurs. Alors, merci à vous deux de vos lumières. On se reparle sous peu. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir.